Ok, ben c'est parti. Alors attendez, il faut quand même que je remette voilà, les outils d'interaction avec vous. Ça marche. Donc c'est toujours Cédric qui modère, qui du coup se tape les cours de spectro de masse qu'il a lui-même donné. Haha. Bon. Ok, c'est parti. Euh, Spectrométrie de masse, c'est la deuxième grande découverte du début du XXe siècle, qui a été utilisée très intensivement en couplage avec la chromatographie pour l'analyse chimique dans à peu près tous les domaines. Euh, donc la chromato, on a vu que ça permettait de séparer les mélanges. C'est pratiquement la seule technique qui permet de séparer les mélanges. Et la spectrométrie de masse, on va voir que d'une part, ça permet de séparer les mélanges si on veut, mais ça permet d'identifier les molécules qui ont été séparées par la chromatographie. Donc ce qu'on appelle la GCMS, c'est gaz chromatographie, masse spectrométrie. C'est le couplage de deux techniques qui a fait le café pour toute l'analyse chimique. C'est les références, tout ce qui concerne le dopage, par exemple la détection d'explosifs dans les aéroports, enfin tout ce qui est identification d'un truc qu'on connaît là où il devrait pas être ou n'importe où en fait, c'est GCMS. Et on va essayer de construire, c'est-à-dire d'expliquer comment la spectrométrie de masse est apparue au cours de l'histoire scientifique. Et ça va faire qu'on va essayer de placer sur une espèce de frise chronologique tout ce qui va concerner la théorie physique de la masse, en règle générale et appliquée à la chimie, et d'un autre côté, tout ce qui concerne la théorie de la matière, au sens large. C'est-à-dire, si on veut mesurer un truc, ben, il faut qu'on se doute un peu de comment se comporte ce truc pour utiliser une autre technique qui fait appel à d'autres théories physiques. Ok? Donc voilà, c'est les deux premières grandes parties du cours, donc théorie de la masse et théorie de la matière. Et puis on y va. Alors, il va y avoir une espèce de... Hop. Ah, sauf si ça marche pas. Okay. Ouais. Donc vous allez avoir un goût d'histoire des sciences normalement. Donc je vais rappeler énormément de choses différentes qui ont des liens avec la spectrométrie de masse plus ou moins distants. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir d'où sortent les trucs et comment est-ce qu'on sait que la masse c'est la masse et qu'on peut l'utiliser pour faire tel ou tel truc. Alors, quand on parle de spectrométrie de masse en méthode séparative et en application à la chimie, on s'intéresse à la masse de molécules. Donc c'est les toutes petites masses de choses qu'on n'est pas capable d'isoler mécaniquement. Enfin, en tout cas, on n'est pas capable d'isoler de façon facile ailleurs que dans un spectromètre de masse. Mais pour en arriver là, il a fallu savoir ce que c'était que la masse, savoir ce que c'était que la dynamique, et savoir que la matière était composée de molécules. Et du coup, on démarre avec le début de la physique ou de la mécanique calculatoire, de la mécanique analytique en fait, avec Newton qui introduit, on va dire, des éléments de relativité au sens large, et surtout les calculs qui permettent de prédire le mouvement des corps. Et alors, le point de départ, c'est que dans l'Antiquité, ça vous devez le savoir depuis très longtemps, on distingue la masse grave et la masse inertielle. En fait, on les distingue parce qu'elles sont impliquées dans deux types d'expériences complètement différentes. La masse grave, c'est ce qui explique que des corps n'ont pas le même poids. C'est-à-dire que si je prends 1 litre de flotte et 2 litres de flotte, si je me mets en dessous, je sens une pression supérieure avec les 2 litres de flotte qu'avec les 1 litre de flotte. Ok ? Ça, c'est la masse grave. Et il y a un autre phénomène qui est que si je mets 1 litre de flotte sur un petit chariot et 2 litres de flotte sur un petit chariot, j'ai plus de mal à pousser le petit chariot qui a les 2 litres de flotte que celui qui a un seul litre de flotte. Ok ? Ça, c'est la masse inertielle. Et il se trouve que dans toutes les expériences qu'on est capable
de mener, ces deux trucs-là sont corrélés. C'est-à-dire qu'il est toujours plus difficile de mettre en mouvement quelque chose qui a un poids élevé. Et ça fait penser que la masse grave et la masse inertielle, en fait, ça procède de la même grandeur. Et c'est ce que, enfin, c'est le cas théorique dans lequel se pose Newton. Et ça a une conséquence catastrophique. On va voir, on va voir pourquoi dans la slide qui vient. Alors donc j'ai dit que Newton développait le cas théorique qui permettait de faire de la cinématique, donc de prédire les équations horaires, le mouvement d'un corps, l'évolution de sa vitesse en fonction des forces qu'on lui applique. Et il énonce un truc qui est alors c'est traduit, ça doit être moderne, donc ça doit pas être complètement ça. Je suis pas allé chercher la citation anglaise de l'époque, peu importe. Peut-être qu'il a fait ça en latin, d'ailleurs, je suis pas certain. Peu importe, l'altération du mouvement est proportionnelle à la force qui lui est imprimée. Et cette altération se fait en ligne droite dans la direction de la force. Et ça, c'est un principe. C'est-à-dire que ça sort de rien, c'est juste un truc qui est supposé tel, parce que les observations marchent avec cette idée-là. Et quand on l'écrit de façon moderne, l'altération du mouvement, donc c'est la variation de la vitesse en fonction du temps, c'est proportionnel à une force. Et ça, ce sont des quantités vectorielles. Ok. Donc ça, c'est le PFD, hein, c'est le principe fondamental de la dynamique. Alors on voit que c'est tout de suite piégé, hein, c'est-à-dire que ça porte malheur parce qu'on définit la masse en même temps qu'on définit les forces. Tout ça, ça dépend du temps. Bref, il y a très certainement des choses mieux à faire au début du XXe siècle, par exemple, mais ça reste quand même extrêmement puissant pour prédire la plupart de toute la dynamique. Bon, ça veut dire que si on maîtrise les forces, on maîtrise l'évolution mécanique, et ce truc-là dépend de la masse de ce à quoi on applique une force. Ok, bon, ça tout le monde est d'accord avec ça. Et ça concerne, enfin, ça décrit très bien, enfin, ça décrit de façon complètement intuitive les expériences qui mesuraient la masse inertielle. Là, si le coefficient de proportionnalité entre l'accélération et la force, c'est quelque chose, c'est la masse inertielle. Super. Et donc, parallèlement, donc le même type, Newton décrit les lois de la gravitation universelle et dit que les corps massifs s'attirent avec une force qui varie en 1 sur le carré de la distance. On verra pourquoi le carré de la distance, ça procède d'une autre supposition, mais on fera ça en TD. Et du coup, si ça c'est vrai, alors on peut appliquer le principe fondamental de dynamique avec cette force-là, et on se retrouve que la force de gravité, c'est le coefficient de proportionnalité fois l'accélération de la pesanteur. Ok, donc là on a juste reformulé des choses proprement vis-à-vis du cadre théorique newtonien. Est-ce que tout le monde me suit? Je vois qu'il n'y a que 16 personnes sur le live. J'espère que personne n'est en difficulté. Vous pouvez mettre des 5 sur 5 ou des OK ou des trucs comme ça. Super, merci beaucoup. Ok. Et alors, je veux pas rentrer dans les détails on va survoler quelques aspects du cours qui sont pas vitaux. Quand on mélange, enfin quand on lit le principe fondamental de la dynamique et l'idée qu'il y a une force d'attraction gravitationnelle en 1 sur R2, on se rend compte que la vitesse des corps en chute libre ne dépend pas de leur masse. Ça veut dire que si on utilise la masse grave, ou en tout cas la force de gravité, pour mettre en mouvement des objets, on ne peut pas les différencier suivant leur masse.
Voilà, on va différencier suivant tout un tas d'autres trucs, mais pas en fonction de la masse. Ça veut dire que je peux pas prendre un mélange de trucs, le jeter en l'air, et mettons que j'ai mélangé, je sais pas moi, du sel et de la limaille de fer. J'imagine que la densité ou la masse de la limaille de fer est supérieure. Je peux pas jeter le mélange et prier pour que la limaille de fer retombe avant le sel, qui aurait une densité inférieure. Ça, c'est pas possible. Parce que plus un objet est massif, plus il est attiré par la Terre, mais en même temps, plus il est difficile à mettre en mouvement. Et les deux trucs se compensent très exactement. Et ça voudrait dire que si je veux séparer des objets qui ont des masses différentes dans un mélange, ça peut être un mélange macroscopique, hein, il faut que je sois capable de utiliser une force qui ne soit pas gravitationnelle. Alors je peux imaginer que je prends un mélange et je le pousse, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais exercer une force sur l'ensemble des particules ou l'ensemble des billes qui le composent. Il va y avoir tout un tas d'échanges entre les billes, et en fait tout va se comporter comme un seul corps. Et donc la condamnation que fait porter la gravitation universelle et le principe fondamental de la dynamique, c'est que si je veux séparer un mélange dont les constituants diffèrent l'un par rapport à l'autre uniquement par la masse, ça veut dire qu'il faut que j'applique à chacun des corps une force indépendante et qui soit spécifique pour cet élément-là. Ok ? Et ça repousse de quasiment 200 ans la naissance de la spectrométrie de masse. Mais ça, ils ne le savent pas à l'époque. Ils sont incapables de dire ah bah tiens, mais comme la matière est composée de molécules et qu'on ne peut pas exercer des forces sur chacune des particules, on ne pourra pas séparer selon la masse. En tout cas, c'est une explication a posteriori de pourquoi ce truc-là a 120 ans et pas 400 ans. Ok ? Bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Enfin, comment dire, c'est la promesse du problème du PFD pour la spectrométrie de masse. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la force gravité et on ne peut pas utiliser d'autres forces mécaniques à grande échelle. Il faudra qu'on utilise les forces qu'on ne connaît pas encore, qui sont électromagnétiques ou nucléaires fortes et faibles. Fortes et faibles, je vous le dis tout de suite, on n'utilise pas encore en technique d'analyse, enfin en tout cas pas de façon très répandue. Force électromagnétique, en revanche, ça c'est un truc qu'on utilise de façon abusive. On va voir. Alors, je vais faire quelques rappels de théorie des champs, parce que c'est ce que... comment dire ? C'est l'outil privilégié pour faire de la mécanique, en fait. Donc pour savoir ce qui se passe quand j'applique une force à un machin, ou quand quelque chose émet un champ électrique ou un champ gravitationnel, il faut que je puisse le décrire. Et donc là, je vais à toute vitesse passer à travers tout un tas d'outils qu'on utilisera en TD pour voir comment est-ce qu'on peut calculer la forme d'un champ la forme d'un champ émis par tout un tas d'objets qu'on est capable de construire. L'idée, c'est que, spoil, on veut contrôler les forces, ça c'est le truc de départ, électrostatique ou magnétique. Et donc pour ça, on va construire des objets et on va se débrouiller pour pouvoir prédire la forme du champ qui génère. Pardon. Ok. Voilà. Et du coup, on peut définir ce que c'est qu'un champ. Un champ, c'est un mot un peu riche pour dire fonction de l'espace. Alors, c'est un peu riche pour la bonne et simple raison que c'est pas forcément des fonctions. Et l'espace, on en fait ce qu'on veut. 3 dimensions, 2 dimensions, peu importe. Alors, je suis absolument navré. Je vais faire une pause pour aller chercher
un truc pour ma gorge parce que j'ai un truc qui va faire que je vais tousser en boucle jusqu'à la fin. Donc chaise vide, le temps que j'aille récupérer le truc. Désolé. Ok, désolé. J'ai dû bouffer un truc de pissenlit, là, les machins, là. Les papus, ça s'appelle. C'est des akènes à papus. Si vous faites un peu de biologie, vous savez ce que c'est. Ok, alors. Champ. Deux catégories de champs. Les champs scalaires et les champs vectoriels. Les champs scalaires, pour le coup, ça se rapproche vraiment d'une fonction. C'est ce qui va associer à chaque point de l'espace une grandeur. Imaginez, là où vous êtes, pour chaque point de l'espace, vous pouvez associer une température. Alors ça a du sens ou pas, peu importe, mais ça vous donne une bonne idée de ce que c'est qu'un champ scalaire. Donc vous avez un cube qui est votre chambre, ou là où vous êtes, et dans chaque point du cube, il y a une température, voilà. Super. Champ vectoriel, c'est la même chose, mais pour chaque point de l'espace considéré, on associe un vecteur qui, la plupart du temps, a la même dimension que l'espace que vous considérez. Et ça pourrait être, par exemple, le champ des vitesses des particules de l'air que vous respirez. Donc chaque particule dans l'air que vous respirez, si vous croyez respirer de l'air, a une vitesse. Cette vitesse-là, vous pouvez la modéliser avec un vecteur. Et du coup, mentalement, vous associez à chaque particule un vecteur, et là, vous avez dans la tête ce que c'est qu'un champ vectoriel. Ok. Et du coup, c'est bien ce qu'on pense que fait, par exemple, un électron ou n'importe quoi qui émet un champ. J'ai mon petit électron là, et dans les directions de l'espace, il émet un champ, donc il y a une direction, d'accord, et une norme, enfin une intensité. Et donc avec ça, je peux essayer de décrire ce qui se passe. Et donc la plupart du temps, la mécanique c'est décrit par des équations ou dérivées partielles. Ça vous dit comment un truc varie quand un autre truc varie. Voilà, c'est ça, une équation dérivée partielle. En langage pauvre. Et pour décrire comment les choses varient dans l'espace, on a, on va dire, trois grands outils qui s'appliquent donc soit à des champs scalaires, soit à des champs vectoriels. Le premier, c'est le gradient. Ça, vous devez déjà en avoir entendu parler. Et ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur, un outil ou truc en langage pauvre. Quand vous appliquez le gradient à un champ scalaire, il va en quelque sorte vous donner un champ vectoriel qui va vous donner la direction d'évolution la plus grande de votre champ scalaire. Donc vous imaginez un champ de température, je sais pas moi, une bougie avec une température élevée sur elle, et puis de plus en plus basse à mesure qu'on s'éloigne, d'accord. Donc le gradient, si vous appliquez l'opérateur gradient au champ de température, vous allez avoir des petites flèches qui vont pointer vers la bougie, puisqu'on pointe vers les hautes valeurs, et la valeur du gradient, donc la norme du gradient, va être proportionnelle à l'évolution dans l'espace du champ en température. Ok ? On prendra d'autres exemples. Ici, vous avez en plus les erreurs réseau. J'ai dû refresh, pas de problème. Est-ce que j'ai oublié d'enregistrer? Non, je peux oublier d'enregistrer, c'est incroyable. Donc, Marco la guide. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as refresh, comme ça je te refais un petit topo.
Quelle est la dernière phrase que tu as entendue? Il y a 10 secondes. Ok, ça marche. D'accord. Donc on a dit que le gradient, c'était un opérateur qui s'applique au champ scalaire et qui redonnait un champ vectoriel qui décrivait l'évolution du champ scalaire dans l'espace. Hein. Super. Et là, vous avez les formules en coordonnées cartésiennes, mais c'est pas vital pour l'instant. Et ça, c'est une petite illustration. Alors, j'ai pris un champ au hasard, donc il y a un champ en 2 dimensions, et j'ai représenté sa valeur dans la 3e dimension. D'accord. Donc en Z, vous avez la valeur du champ. En fait, il faudrait plutôt imaginer ça. Vous avez une grille. D'accord. Et puis pour chaque case de la grille, il y a une valeur. Elle est représentée en code couleur ici, ou en hauteur et en code couleur dans cette représentation-là. D'accord. Mais ça, c'est bien un champ en 2 dimensions. Hein, d'accord. La valeur ne dépend que de X et de Y, pas de Z. Parce qu'il n'y a pas de Z dans ce monde-là. Enfin, non. Ok. Et donc là, en gris, c'est les valeurs du gradient. Et donc j'ai dit qu'il pointait vers les hautes valeurs. Donc on a forcément un pointage vers les valeurs hautes du champ ici, qui sont représentées alors avec des couleurs froides, parce que sinon c'est trop facile. Et voilà. Sur les parties qui sont relativement constantes, donc les parties qui sont vertes ici, on voit que les valeurs du gradient sont quasi nulles, alors qu'elles sont maximales, grosso modo, quand on a une évolution très rapide, qui sont sur les zones d'inflexion dans ce champ-là. Ok? Super. Donc là, le gradient, c'est intuitif. D'accord. C'est en quelque sorte la direction et la force avec laquelle vous allez glisser sur une pente si vous faites du ski. Ne faites pas de ski. Ok. L'autre opérateur dont on va se servir pas mal, c'est l'opérateur divergent. Donc l'opérateur divergent, lui, s'applique à des champs vectoriels. D'accord. Donc il nous faut des vecteurs, des petites flèches à analyser. Et ce que ça fait, ce que ça compte, c'est que ça fait le bilan en un point du flux du champ. Alors le flux du champ, c'est grosso modo la quantité de champ qui est portée donc par ces vecteurs du champ, qui rentre et qui sort d'une petite boîte par les parois de la petite boîte. D'accord. L'idée, pour fixer les idées, typiquement le divergent nul, ce serait le divergent que vous aurez si vous prenez une petite boîte sous l'eau du robinet. D'accord. Vous allumez le robinet, vous avez un champ de vitesse des particules. Si vous prenez une petite boîte, il y a autant de particules qui rentrent que de particules qui sortent, et à peu près à la même vitesse. Du coup, si vous regardez le champ de vitesse ou le champ d'énergie cinétique qui va dépendre que de la vitesse, du coup, qui est dans la même idée, vous faites rentrer autant que vous faites sortir, du coup, vous avez un divergent nul. Ça marche? Et ça le fait de façon infinitésimale, c'est-à-dire qu'on prend une toute petite boîte et on regarde ce qui rentre et qui sort par les parois. Et grosso modo, si vous avez un divergent positif, vous avez plus de flux qui est émis que de flux qui est rentré. Si vous avez un divergent négatif, c'est le contraire. Voilà. Du coup, divergent négatif, ça correspondrait à des champs de vitesse dans une implosion. Et au contraire, un divergent positif, ça correspondrait à un champ de vitesse dans une explosion. Ok. Si vous imaginez ce que je viens de dire. Hein. Dans une explosion de champ de vitesse, il diverge positivement, et dans une implosion, il diverge négativement. Et là, il y a la démonstration pour les coordonnées cartésiennes, mais ça, on verra ou pas en TD. Yep. Et alors, le divergent,
ça s'applique à un champ vectoriel. Du coup, j'ai repris le champ vectoriel qui était le gradient d'un champ scalaire d'avant. Et j'ai calculé, pour le coup, le champ scalaire qui est associé au divergent. Donc là, il est vu de haut, là, il est vu de dessous. Mais c'est ça. Donc là, on a une implosion et donc une valeur négative du divergent qui est là. Et là, on a une explosion, si on imagine que c'est un champ de vitesse. Et du coup, on a des valeurs positives. Ok? Ça marche? Super. Ah, rotationnel. Rotationnel. On s'en servira très peu, dans le sens où c'est véritablement intéressant quand on... Enfin, comment dire? On en a vraiment besoin quand on s'intéresse à des phénomènes magnétiques. Et nous, on va essentiellement faire des trucs électrostatiques. Mais il faut savoir que ça existe et savoir un peu comment ça marche. D'autant que c'est rigolo. Alors, le rotationnel, c'est la même idée que le divergent. Ça veut dire qu'on veut associer une grandeur à un champ vectoriel. Et au lieu de compter ce qui rentre et ce qui sort de la boîte, on compte ce qui frotte sur les parois. D'accord ? Donc là, je donne des cas extrêmement particuliers, mais pour donner on va dire une accessibilité intuitive à ce que c'est que le rotationnel. Donc c'est-à-dire que vous allez compter, faire le bilan des flux tangents du champ aux parois de la boîte. Okay. Et l'idée, c'est de savoir, on appelle ça rotationnel parce qu'on imagine que si comment dire, si on frotte à gauche et à droite dans le même sens, on fait rien tourner. Si on frotte à gauche et à droite dans des sens opposés, alors la particule se met à tourner. Enfin, comment dire. Si c'était un objet solide qui figurait notre point de l'espace, alors peut-être qu'il se mettrait à tourner s'il subissait le champ dont on parle. Ok ? Et alors, le problème avec les rotations, c'est qu'on aime bien savoir dans quel sens elles s'effectuent. Si on veut quantifier de combien le truc se met à tourner, on pourrait le faire. Donc on prendrait un champ vectoriel et on récupérerait un champ scalaire qui nous dirait le rotationnel en tout point, c'est-à-dire grosso modo la vitesse de rotation que donne le champ qu'on considère en tout point de l'espace. Mais on veut non seulement la vitesse, mais aussi le sens de rotation. Et pour faire ça, en fait, on associe une valeur vectorielle au rotationnel. D'accord ? Et parce qu'un vecteur, ça nous permet... Comment dire ? On peut admettre une convention qui dit que avec un vecteur, j'ai l'axe de rotation. Donc avec la direction du vecteur, j'ai l'axe de rotation, et avec le sens, j'ai le sens de rotation, et avec la norme du vecteur, j'ai la vitesse de rotation. Ok ? Du coup, le rotationnel associe un champ vectoriel à un autre champ vectoriel. Et le rotationnel, ça donne les directions et les intensités de rotation. Ok ? Et les sens, évidemment. On fera peut-être un exercice pour clarifier le truc. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce qu'est le gradient divergent ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Super. Ok, alors on reprend. Hop là, on retourne en arrière. Il y a 3 opérateurs des champs. Le gradient, le divergent et le rotationnel. Très certainement tout un tas d'autres, mais 3 connus et qu'on va utiliser. Le gradient, ça s'applique à un champ scalaire. D'accord ? Donc, c'est l'équivalent de la dérivée spatiale. Okay. Donc, si vous avez un champ
qui n'a pas la même valeur dans tous les points de l'espace. Alors parfois c'est intéressant de savoir dans quel sens il évolue, et de combien il évolue dans le sens que je regarde. Ça c'est ce que donne l'opérateur gradient. Ok. Ça va vous dire, si je me déplace dans une direction, de combien le champ évolue. Ok. Ça marche? Kid. Voilà. Et ça c'est l'illustration. Si on imagine que ça c'est un champ d'altitude, donc l'équivalent d'une carte IGN, le gradient ici, ça va te donner les pentes vers la remontée. Par convention, les gradients pointent vers les hautes valeurs. Du coup, si je calcule là, si j'ai mis une petite flèche pour un pavage donné de l'espace, et que je calcule le gradient du champ qui est ici, tu vois que les flèches pointent vers les hautes valeurs et fuient les basses valeurs. Et quand on n'a pas de variation du champ, le gradient est nul. Ok? Maintenant, il y a le divergent. Et le divergent, ça s'applique à un champ vectoriel. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement qu'il y ait une valeur qui varie en fonction de l'espace, mais il faut qu'il y ait un vecteur qui varie en fonction de l'espace. D'accord? Donc à chaque point de l'espace, on associe une direction et une norme. Typiquement, le champ de vitesse des particules de l'air ou ce genre de truc. Et ça, si tu prends une boîte, une boîte mentale, grande, enfin je veux dire macroscopique, un truc de 10 cm sur 10 cm, tu peux imaginer que à chaque instant, il y ait des particules qui rentrent et des particules qui sortent de cette limite de l'espace. Ok? Le divergent, ça va te compter. Alors, pas les nombres de particules, mais ça va te compter la quantité portée par les vecteurs associés à ces particules-là. D'accord? Donc il nous faut un champ vectoriel, donc la vitesse des particules par exemple. Et donc tu vas pouvoir compter la vitesse qui rentre et la vitesse qui sort. Maintenant tu imagines que cette boîte elle est aussi petite que tu veux, donc arbitrairement petite ou infinitésimale. Et ça va te donner... Donc du coup, avec ça, tu vas pouvoir associer à toutes les valeurs de l'espace cette quantité qui est ce qui rentre moins ce qui sort. En fait, c'est ce qui sort moins ce qui rentre. Mais bon, peu importe. C'est la même idée. Et tu vas associer ça à tous les points de l'espace, là où les vecteurs sont définis. Ça marche? Kid? Divergent? Compris? Ouais. Super. Ça, c'est l'illustration. Et le rotationnel, c'est la même idée. Tu prends une boîte mentale, une boîte virtuelle, et tu regardes pas ce qui rentre ou ce qui sort, mais tu regardes ce qui frotte, ce qui lift, en quelque sorte, les parois de la boîte. Et donc, tu imagines que, je sais pas moi, tes deux flux d'air qui vont dans des sens opposés. Si tu mets ta boîte au milieu, elle va se mettre à tourner. Et ça, c'est quantifié par le rotationnel. Parce que tu vas avoir des phases de la boîte avec un champ de vitesse qui va être tangentiel, parfaitement tangentiel, et dans un sens, d'un côté de la boîte, dans l'autre sens, de l'autre côté de la boîte. Et du coup, tu vas avoir un rotationnel non nul. Et puf, ça va faire tourner la petite boîte. La façon dont on l'utilise, on associe à cette rotation un sens et une intensité. Et donc pour faire ça, on utilise une quantité vectorielle. Mais ça, c'est de la convention pure. C'est juste que c'est pratique et que ça permet de faire des calculs facilement. Mais voilà, ça contient toute l'information qu'on veut avec le rotationnel. Non mais c'est ça.
rotationnel Federer, d'accord, on met des petits effets machin, ok, divergent, Nadal, on bourre, et les trucs explosent jusqu'au fond du machin. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Ok. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ces trucs-là? Pourquoi on en a besoin? Parce que c'est la justification et la façon de penser qu'on va mettre en œuvre pour démontrer et utiliser le théorème de Gauss. Donc, le théorème de Gauss, normalement, vous l'avez déjà vu ailleurs, peut-être en électromag, ou enfin, peut-être un peu partout. En maths, je pense que vous avez dû parler du théorème de Green-Ostrogradsky. Peu importe. Enfin, et je pense même en thermo, en fait, quand vous faites PV égale NRT, en fait, on finit par retomber sur ce type de truc-là. C'est typique 19e siècle, voire ouais, milieu du 19e siècle. Ça généralise l'utilisation du divergent à l'échelle macroscopique. Ça veut dire que quand vous regardez une boule macroscopique, ou n'importe quoi, un truc qui est comment dire, pas infinitésimal, on va reprendre l'exemple avec la petite boîte et les particules qui rentrent et qui sortent. Si vous voulez connaître le flux rentrant et sortant d'un champ de vitesse, par exemple, peu importe, à travers les parois de cette boîte-là, ben, vous pouvez le faire en intégrant le divergent de tous les points à l'intérieur de cette boîte-là. Ok? Ça veut dire que si vous divisez cette petite boîte en une infinité de boîtes infinitésimales, le divergent, ça compte ce qui rentre et ce qui sort de chaque boîte, mais les boîtes qui sont contiguës, une boîte qui est à côté d'une autre, en entrant, elle va avoir ce qui sort de l'autre. Du coup, il va y avoir une espèce d'annulation de ces flux-là. Et la seule chose qui va rester, c'est les flux rentrants et sortants des boîtes qui n'ont pas de petite boîte juste à côté d'elles, d'accord, et qui sont sur les parois de l'objet macroscopique. Je sais pas si c'est parfaitement clair, mais en tout cas, ce qui est démontré, alors la démonstration est d'une difficulté sans nom, on la fera pas, c'est pas la faire, mais ça se montre en fait. Et intuitivement, ça repose là-dessus, hein. Ça repose sur le fait que quand on compte un gros machin, on peut sommer les tout petits machins à l'intérieur. Et ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que on est capable de connaître le champ qui rentre et qui sort en fonction du champ qui rentre et qui sort de tout ce qui compose une petite boîte. Et ça, c'est ultra utile, et c'est ce qui va permettre à Gauss d'émettre son théorème. On pratiquera en TD de façon extensive, qui est ce truc-là, qui est que sur un objet macroscopique, la somme du flux qui rentre et qui sort de cet objet macroscopique est directement proportionnelle au nombre de charges qui sont à l'intérieur de cette boîte. Ça a l'air de rien, mais ça permet de calculer le champ généré par un objet qui a n'importe quelle forme. On verra ce que ça permet de faire en TD. On le mettra en pratique. Super. Allons-y. Alors j'ai fait une espèce d'anachronie, hein. Je suis passé de la mécanique à ce qui permet de calculer des champs en règle générale. Et entre-temps, on s'est dit que on a découvert en quelque sorte l'existence du champ électrostatique. Alors c'est avant que les têtes commencent à tomber en France que ça se fait. Charles-Augustin Coulomb, donc notez la
supériorité naturelle des prénoms composés en sciences en général et dans la physique en particulier. Donc Charles-Augustin Coulomb énonce: l'intensité de la force électrostatique entre deux charges électriques est proportionnelle au produit des deux charges et inversement proportionnelle au carré des distances entre les deux charges. Et la force est portée par la droite passant par les deux charges. C'est le calque direct de la force gravitationnelle de Newton à la force électrostatique. C'est-à-dire qu'il a découvert que... Alors, on s'en doutait avant, mais lui, il a, comment dire, quantifié, il a fait des expériences qui permettaient de vérifier ce truc-là. Il y a un truc qui n'est pas gravitationnel et qui met en mouvement certains objets. On va appeler ça une charge. Et on appelle ça électrique ou électrostatique parce que c'est ce qu'on obtient quand on frotte des objets sur de l'ambre. Et l'ambre, ça doit se dire électros ou électre, quelque chose comme ça en grec. À vérifier. Je suis pas certain d'étymologie. Mais peu importe. Voilà, il y a un truc qui fait que les particules s'attirent ou se repoussent suivant qu'elles ont la même charge ou des charges opposées. Ok. Et du coup, si on estime que il y a des points matériels qui portent ces charges-là, alors on peut calculer le champ généré par chacune des charges et grâce au théorème, enfin a posteriori avec le théorème de Gauss, donner une valeur au champ qui est généré par au hasard un électron. Ça fonctionne très exactement de la même manière que la gravité, sauf que on a des charges positives et des charges négatives. La gravité, elle est purement attractive, ce qui est très bizarre, hein, mais peu importe. Avec la charge, on a des charges positives qui se repoussent, des charges négatives qui se repoussent entre elles également, et s'il y a des charges positives et négatives, alors elles s'attirent. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour l'instant, pas grand-chose. Mais, alors toujours en France, et une fois que les têtes sont tombées, on se rend compte d'un autre truc, qui est la production d'un champ magnétique lié au mouvement des charges. Et donc ça permet d'aller plus loin dans l'électromagnétisme. Alors ça arrive après, parce que c'est pas des expériences qui sont extraordinairement faciles à faire, et il faut pouvoir s'en rendre compte d'une part, puis le quantifier d'autre part. Et c'est André-Marie Ampère qui voit que quand des charges sont en mouvement, on observe l'apparition d'un champ magnétique. Et alors il décrit ce champ comme s'il s'entourait, comme s'il entourait le flux de charge. Ça, il s'en rend compte en faisant passer un courant électrique dans un fil, à proximité d'un bon détecteur de champ magnétique, et à l'époque, c'était juste des petites aiguilles aimantées, typiquement des aiguilles de boussole. Donc je sais pas comment il s'en est rendu compte, mais grosso modo, il a fait bouger des aiguilles aimantées, avec des fils dans lesquels il faisait passer des courants électriques. Ok. Et alors il voit que quand il fait passer le courant dans un sens, les aiguilles vont s'aligner autour de ce fil-là, tangentiellement en fait, au fil. Et s'il fait passer le courant dans l'autre sens, grosso modo il inverse il inverse les bornes, et il voit que le champ magnétique, hop, fait s'aligner les boussoles dans l'autre sens. Et du coup il voit que le rotationnel du champ dépend du sens de... Comment dire? Le rotationnel du champ suit le flux de charge, enfin la direction du flux de charge qui le génère. Ok, donc du coup ça donne la loi d'Ampère qui est marquée ici. Et, alors là je sais pas si vous avez vu, mais hop, on a fait un bon saut dans le futur. L'électromagnétisme est, on va dire, complètement décrit
dans la dernière moitié du 19e par James Clerk Maxwell avec comment dire, le concours d'Henrik Lorentz. C'est pour ça que parfois on parle des lois de Maxwell-Lorentz. Mais c'est les équations de Maxwell en règle générale qu'on décrit. Et ça synthétise tout ce qu'on sait sur l'électromagnétisme. Donc, tout ce qu'on a vu sur les champs, comment dire, la génération des champs par des particules et le fait que quand ces particules sont en mouvement, elles génèrent des champs magnétiques. Et ces trucs-là sont décrits au niveau microscopique, c'est-à-dire ça marche d'un point de vue infinitésimal. On fait des découvertes macroscopiques avec des objets chargés et des courants qu'on est capable de mesurer avec des boussoles et des gros machins. Et grâce au théorème de Gauss, on est capable de montrer que ces trucs-là fonctionnent quelle que soit l'échelle. C'est-à-dire à toute petite échelle, on peut donner des relations, grosso modo écrire des équations aux dérivées partielles qui lient les variations dans l'espace et dans le temps des champs magnétiques et électriques. Je ne vais pas repasser sur les équations de Maxwell telles quelles parce qu'on ne les utilisera pas comment dire, directement, on utilisera les dérivés, enfin les produits dérivés en fait, et en particulier la force de Lorentz, qui elle porte le nom d'Henrik Lorentz, je ne sais pas pourquoi. Donc si on s'amuse à calculer la force qui s'exerce sur une particule qui est à la fois soumise à un champ électrique et à un champ magnétique, on se retrouve avec ce qui est marqué là. Et donc on sait qu'il y a une force qui est proportionnelle à la charge. Alors c'est proportionnel à la charge toujours, d'accord? C'est-à-dire que voilà, si on a un truc qui agit sur des charges, quand la charge est double, ben les forces sont doubles, d'accord? Pour l'instant c'est simple. Si c'était pas le cas, ce serait vraiment l'enfer, mais là ça va. Et du coup, c'est proportionnel à la charge et aussi au champ électrique. Donc si votre champ est fort et que votre charge est forte, vous êtes très fortement repoussé ou attiré. Si l'un et l'autre sont faibles, ben, vous êtes faiblement repoussé et attiré. Ça marche. Et on a un terme ici qui est V vectoriel B, qui est un peu moins sympa à intuiter, mais je pense que vous l'avez fait ailleurs avec la règle des 3 doigts, etc. Qui est que quand votre particule a une vitesse et qu'elle est soumise à un champ vectoriel, magnétique, alors il y a une force résultante qui est perpendiculaire à la fois à la vitesse et au champ magnétique, et qui va dévier, qui va introduire une déflexion de votre particule. Et pour ça, il faut qu'elle ait une vitesse. D'accord ? Si elle est au repos, si elle n'a pas de vitesse, alors le champ magnétique n'a pas d'effet sur elle. D'accord ? Je vais avoir une petite illustration, hop là, petite illustration du truc. On prend au hasard un électron, on lui applique un champ, enfin on le plonge dans une zone de l'espace où il y a un champ électrique qui va, suivant les Y à rebrousse-poil, et un champ magnétique qui va, suivant les Z, positivement. Du coup, la force de Lorentz, si la vitesse est nulle, ça va le faire remonter le champ électrique parce qu'il est chargé négativement. Et une fois qu'il a acquis une vitesse de cette manière-là, alors le terme en QVB, qui va donc vers les X négatifs, s'applique. Et donc on va vers les Y montants et vers les Y croissants et les X décroissants. Et donc on est dévié vers le fond du tableau, si c'est un tableau. Ok. Est-ce que ça va? Non? Tout ça, non. Je crois que vous l'avez déjà vu ailleurs, dans d'autres circonstances. Petit rappel. Et voilà. Donc là, on a le tableau de la physique. Grosso modo. On a 4 sur 5 pour le son ou pour
Deuxième explication du schéma, pas de problème. Alors, ce truc-là, c'est juste un rappel, en tout cas, les 4 équations qu'on est capable d'écrire et qui dérivent simplement de ce qu'on sait au point de vue macroscopique des champs électriques et champs magnétiques. Ok. Ça, c'est le théorème de Gauss au niveau microscopique. D'accord. On prend une petite boîte, et dans cette petite boîte, s'il y a une charge, alors le divergent du champ électrique, c'est directement proportionnel à cette charge-là. Ok. Je passe les autres trucs. Si on fait bouger les particules, elles génèrent des champs magnétiques. Ces champs magnétiques, s'ils varient, ils font changer le champ électrostatique, etc. Champ électrique, pardon. La résultante de tout ce... Comment dire, des quatre phénomènes qui sont décrits là, c'est que on est capable de connaître la force qui s'applique à une particule quand elle est plongée dans une zone de l'espace où il y a un champ électrique et un champ magnétique. On va avoir une action, une force électrostatique, enfin électrique on va dire, donc c'est Q fois E, donc c'est la charge fois le champ, et une partie magnétique qui est la charge fois le produit vectoriel de la vitesse et du champ. Okay. Démontrer ces trucs-là, c'est pas de votre niveau. Ça fait appel à des notions, on va dire, avancées de théorie des champs et de calcul différentiel qu'on va pas se taper. Du coup, on est obligé de croire ce machin. Ok. Ça a une justification toute très très sympa. En fait, non, mais je vais pas rentrer dans les détails ou après. Okay. Et du coup, alors si on donc pour calculer la force de Lorentz qui s'applique à une particule, j'ai juste besoin de connaître le champ. Enfin, j'ai juste besoin. Si j'ai le champ électrique, le champ magnétique, sa charge et sa vitesse, alors je sais quelle force ça exerce sur elle. Super. Ben, mentalement, j'ai qu'à me prendre une particule chargée, un électron, voilà ça. Je me donne un champ électrique et un champ magnétique. Et je regarde ce qui se passe. Là, elle a une vitesse nulle dans le référentiel que je regarde. Du coup, je sais que la force de Lorentz, elle est uniquement égale à Q fois la charge, par nullité de la vitesse. D'accord. Ça veut juste dire que dans un champ électrique, une particule chargée, elle déplace, enfin, pardon, elle subit une force qui est sa charge fois le champ. D'accord. Et comme le champ est une quantité vectorielle, le produit des deux, ça me donne effectivement une force qui est une quantité vectorielle. Sympathique. Maintenant, si la vitesse à une particule, alors là j'ai figuré la vitesse de l'électron par des petits traits là, grosso modo elle va dans ce sens. Alors attendez. Ah oui, parce qu'en fait ma caméra est reverse, donc ce que je dis depuis le départ ne marche pas. Il faut que je fasse dans l'autre sens. Ah oui, je vais faire une attaque. Du coup, si l'électron va dans ce sens, on a toujours la force électrostatique qui ne dépend pas de la vitesse, mais en plus, on a une force magnétique, donc c'est la composante magnétique de la force de Lorentz, qui est la charge fois vitesse vectorielle B. D'accord. Si vous connaissez les règles du produit vectoriel, vous voyez que la force est orientée vers les x décroissants. Et du coup, ben, vous avez vous avez à la fois la force électrostatique et la force magnétique qui s'appliquent, et donc vous avez la somme des deux forces qui va s'appliquer sur cet électron-là. Et donc il va dévier à la fois vers les y croissants et vers les x décroissants. Ok.
Non, la charge est négative. Est-ce que c'est ça qui... Est-ce que ça répond du coup? Est-ce que si vous prenez la charge négative, normalement ça marche. Ou alors je me suis planté, mais non. Mais voilà, c'est ça. Ok. Alors donc si on veut digresser et essayer de voir un peu ce qui se passe avec le champ magnétique, pourquoi est-ce qu'on a ce truc de produit vectoriel qui apparaît? Il y a une espèce d'analogie si on prend si vous imaginez une bassine pleine de flotte et avec un petit bateau, une petite plaque qui flotte dessus et que vous la déplacez, en fait le mouvement que vous allez générer à la surface de l'eau va générer d'autres mouvements en spirale en dessous. Grosso modo, vous faites des turbulences. Alors, c'est pas vraiment des turbulences, mais c'est des espèces de petits cyclones qui vont suivre le bateau. Ok? Et donc, c'est une espèce de façon de voir, enfin, de façon de trouver ça intuitif, le fait que quand on a une charge qui se déplace, ça génère des champs magnétiques qui tournent. D'accord? C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et de la même manière, si vous lancez votre bateau, il y a très peu de chances qu'il continue à aller tout droit. Et en fait, il va subir s'il y a des comment dire, s'il y a des courants. Alors courant du coup c'est pas le bon terme, mais en tout cas s'il y a des espèces de cyclones dans le comment dire, de vent qui souffle sur le bateau, il y a très peu de chances qu'il aille exactement tout droit, et en fait il va être dévié de telle façon à ce que les lois de l'électromagnétisme soient respectées, ou que les lois de la viscosité qui génèrent les petits cyclones dans la flotte soient respectées. D'accord? Donc c'est une analogie qui permet de ne pas trouver ça complètement fou que des choses qui se déplacent en ligne droite finissent par générer des champs avec des rotationnels non nuls. D'accord? Mais alors de mon point de vue, c'est le truc le plus fou de la Terre, hein, le fait que des charges qui se déplacent fassent varier des champs de façon rotationnelle, c'est pas facile à comprendre. Il y a des gens qui disent que on comprend pas l'électromagnétisme, on s'habitue. Okay. Alors c'est vrai pour tout en fait, hein, mais voilà. Il se trouve que quand on a des charges qui se déplacent, ça fait tourner des champs. Ouais. Ça s'observe et ça se comprend a posteriori. En tout cas, on s'habitue. Ok, bon, là, j'arrête la digression et je continue avec cette fois-ci l'histoire de la chimie associée. Donc là, on a fait théorie de la masse. Maintenant, on va faire théorie de la matière. Et voilà. Et on veut savoir ce qui se passe dans des objets qui ont des particules. Et en fait, déjà, il faut qu'on démontre qu'elles sont composées de particules. Ensuite, que ces particules ont des masses différentes. Et peut-être qu'après, il y aura un intérêt à faire de la spectrométrie de masse, c'est-à-dire à séparer les composants d'un mélange suivant la masse des constituants. Ok. On fait pas de pause, on va jusqu'à midi direct. Et cet après-midi, on fera des exercices et il y aura très certainement des pauses. Ok. Alors, Antoine Laurent de Lavoisier, c'était pas un prénom composé, mais quand même. Donc Antoine Laurent de Lavoisier a l'intuition que les corps sont composés et qu'ils réagissent par modification de leur composition. C'est la première théorie élémentaire. Ça veut dire que, enfin, une autre façon d'interpréter la première phrase de cette slide, c'est de rappeler qu'il y aurait
réussi à séparer le dioxygène du diazote de l'air. Alors, il ne sait pas que c'est du dioxygène, il dit que c'est l'oxygène, et le diazote, il ne sait pas que c'est du diazote, il dit que c'est de l'azote. Alors, je ne sais plus exactement comment il s'y est pris, je crois que c'est des espèces de filtres, des espèces de membranes qui faisaient passer... On ne comprend pas l'électromagnétisme, on s'habitue. C'est à faire... Pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit, Olivier? Enfin, monsieur Gallo-Lavalier, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce... Il a dit la même chose? Non? Il a dit un autre truc? Il dit on s'habitue pas, on comprend? Précise ta pensée, Elimac 288. Si tu veux balancer sans trace, tu peux le faire sur Discord. Oui, non, mais je sais que c'est prof d'électromag, et qu'est-ce qu'il dit? Non, non, d'accord. Bon, allez, je te laisse tranquille. Ok. Donc, le type, Lavoisier, est capable de séparer des composants de l'air. Comment on s'en rend compte? En fait, il prend de l'air pas cher, qui l'entoure, il applique son procédé, et il est capable de sortir un gaz qui ravive les flammes de bougie. Grosso modo, il a des bougies. Quand il fait souffler le gaz qu'il a sorti de son procédé, il voit que la flamme augmente. Ok. Donc il a un caractère, une propriété différente après l'application de son procédé à l'air qui l'entoure. Ok. Et donc dans son procédé, il y a deux sorties, une gaz qui rallume les flammes et un autre gaz, une autre sortie qui, elle, fait crever les souris. Donc grosso modo, il prend une cloche, il prend une souris avec de l'air sous cloche, la souris vit, et il prend une autre souris sous cloche avec ce qu'il appellera l'azote après, et la souris meurt. Azote, ça vient de azo, donc c'est le A privatif, les zoos, les animaux. Donc c'est ce qui empêche la vie des animaux. Ça étouffe la souris. Or, dans l'air, les bougies brûlent normalement et les souris restent vivantes. Du coup, il réussit à sortir deux caractéristiques spécifiques après l'application d'un procédé. Je ne sais plus exactement, faudrait que je recherche. Pour la prochaine fois, vous rechercherez sur Internet quelle a été l'expérience de Lavoisier pour séparer les éléments de l'air. Et du coup, ouais, donc il extrait des trucs. Ça veut dire qu'il y a une composition de l'air. Trop stylé de tuer les souris? Ouais. C'est fait pour, hein. Alors, je sais plus qui disait que la souris blanche était un animal qui tuait de façon suffisante, produisait une thèse de doctorat. C'est pas faux. Ok. Alors, et John Dalton, lui c'est un Britannique, il reprend cette idée et il ajoute que ce qui explique la composition, c'est que la matière est composée de petits grains, on va dire d'atomes, qui se lient entre eux, et suivant la façon dont ils sont liés, les propriétés changent. Dans l'air, les machins sont liés de telle façon que tout le monde puisse vivre et les bougies ne brûlent pas trop. Et si j'applique un procédé qui change la façon dont les choses sont liées, alors j'ai des nouvelles caractéristiques. Alors là, en l'occurrence, Dalton se plantait, et ce que faisait Lavoisier à l'air, c'était une séparation entre molécules, et pas une réaction chimique
où il séparait, enfin où il cassait, où il modifiait une molécule qui serait la molécule d'air. Mais bon, ça, il pouvait pas le savoir. Parce que, en fait, ça se comporte exactement de la même manière. Quand on sépare le diazote et l'oxygène, c'est comme si on faisait une réaction chimique. Mais bon, peu importe. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on oppose élémentaire et atomique? Enfin, pas opposé, mais pourquoi est-ce que c'est pas exactement différent? Ça vient de deux courants de pensée différents, qui sont les atomistes contre les énergéticiens. Lavoisier était énergéticien, c'est-à-dire qu'il pense que la matière est continue, et Dalton, lui, est atomiste, il pense que la matière est constituée de particules. Alors Lavoisier n'a pas hyper tort de penser que la matière est continue. Quand vous faites de la mécanique des fluides, par exemple, vous supposez que la matière est continue. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de particules en mécanique des fluides, par exemple. Et il y a énormément de physique qui se fait avec une matière continue. En fait, elle peut être constituée de ce qu'on veut, peu importe, on ne le considère pas. Mais John Dalton, lui, il avait un problème, c'est qu'il avait repéré que tous les gaz étaient miscibles. Ça veut dire qu'on pouvait mélanger tous les gaz. Et ça s'explique, enfin ça peut s'expliquer, que par la théorie atomique. Parce qu'on a du mal, enfin je vois pas comment on peut avoir une théorie énergéticienne qui explique que les choses soient séparables, puis remélangeables, puis séparables. Il y a un problème. Mais bon, peu importe. Dalton, lui, met le doigt sur l'atomisme. Et du coup, ça explique... Alors, est-ce que j'ai une petite vidéo? Je crois que j'ai une petite vidéo. Ouais. Hop. Je sais pas si je l'ai déjà montré. Tant que c'est pas des écureuils. Oui. Alors, l'écureuil, c'est beaucoup plus cher. Hein. Ça se reproduit pas comme ça, bon, ça. Mais on pourrait faire ça. Non, la souris blanche. Mus musculus, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, pour le meurtre de masse. Ok, alors. L'animation, là, elle montre des particules rouges et des particules bleues, enfin colorées en rouge et colorées en bleu, qui n'ont que des chocs élastiques les unes avec les autres. Je sais plus si je l'ai déjà montré ce type de simulation. Enfin, c'est très connu. Et si on imagine que dans un gaz, on a ce type d'interaction entre les particules, alors on peut mélanger n'importe quel type de particules. C'est pas une preuve, mais c'est un modèle qui permet de penser qu'on est capable de mélanger tous les gaz. Incroyable. Allez, on continue. Donc avec ces gaz... Alors j'ai oublié de rappeler le machin, mais là on est... fin 17e, début 19e, d'accord? Pour la sensation que y a des particules et que ça contrôle tout ce qu'on est capable de faire au gaz en particulier, c'est début 19e, tout début 19e. Et début 19e aussi, il y a Avogadro. Il y a une vidéo sur Avogadro qui est pas mal de Robin Isnard. Donc allez voir sa chaîne YouTube. Il a fait un truc beaucoup plus complet que ce que j'ai sur Avogadro. Et, allez voir ça. Alors, moi je vais aller vite. Donc, ce type-là énonce une équation d'état sans preuve. Ça veut dire qu'il écrit un truc dont il a l'intuition. C'est aussi fort, enfin comment dire, c'est du même tonneau que la gravitation universelle. On pense que c'est vrai, les expériences le confirment, mais c'est quasiment un principe, d'accord? Ça repose pas sur beaucoup plus de choses là. Et donc il dit un truc qui en substance est des volumes égaux de gaz parfaits différents, aux mêmes conditions de pression et de température, contiennent le même nombre de molécules. A posteriori, donc de façon complètement anachronique, on écrit ça de la façon suivante.
la pression fois le volume, c'est proportionnel à la température et à la quantité de particules dans le volume considéré. Incroyable. Alors j'espère. Est-ce que je me rappelle avoir dessiné un four avec 2 ballons, 1 gramme d'eau, 1 gramme de soufre, et voir que les pressions n'étaient pas les mêmes et que du coup les quantités de particules n'étaient pas les mêmes. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Ici. Dans ce cours. Allô? Ok. Bon alors je vais décrire l'expérience rapidement. Alors attends, est-ce que je la dessine? Parce que je l'ai pas. J'ai pas d'autres trucs. Ok. Ok. Hop là. Alors bougez pas. On va dessiner. On va dessiner un peu. Ouais. Ok. Hop là. Ceci est un four à 110 degrés. Ok. Et là, j'ai un ballon. Et là, j'ai un autre ballon. Alors, c'est des ballons en verre. On s'en fout, hein. Alors, cette expérience a très certainement pas eu lieu, hein, mais il a fait tout un tas d'autres... des trucs du même acabit. C'est pas très exactement cette expérience-là qui a été faite, mais c'est équivalent. Disons qu'il aurait pu faire ça, et il a fait d'autres choses. Hop là. Ce qui est important, c'est que... Hop. On a 2 ballons en verre, et quand on fabrique les ballons en verre, on est capable de demander au souffleur d'avoir des volumes qui sont les mêmes. Alors, c'est jamais exactement les mêmes, mais ils sont extraordinairement proches. C'est ça l'expérience que Lavoisier a fait pour différencier les gaz de l'air? Hein, je crois pas. Non, non, ça c'est l'expérience de Avogadro. Dans Lavoisier, je sais plus comment il fait pour séparer les trucs, mais c'est un truc, c'est avec des changements de température et des filtres, des trucs assez spéciaux. J'ai eu du mal à trouver, peu importe. Ok. Donc là, on est capable de peser 1 gramme de soufre et 1 gramme d'eau. En fait, on se moque du fait que ce soit 1 gramme. Hein. L'idée, c'est que c'est une masse de soufre et une masse de H2O, et qu'elles soient absolument égales. Et ça, c'est facile à faire avec une balance. D'accord? On prend une balance, on met de la flotte d'un côté, du soufre de l'autre, donc la poudre jaune. Et il se trouve que la température d'évaporation du soufre, ça doit être quelque chose comme 65 degrés. Et la température d'évaporation de l'eau, ça doit être aux alentours de 100 degrés. Du coup, à 110, j'ai vaporisé les trucs. J'ai vaporisé tout, quoi. Donc là, on a du gaz.
Et là, on a du gaz. Sur les ballons, avant de les mettre dans le four, je peux brancher des baromètres. D'accord? Et donc ça va me donner une pression. P1 et P2. P1. Hop là. C'est nRT1 sur V1. Et P2, c'est le nombre de particules dans le deuxième ballon fois RT2 sur V2. D'accord? Alors là, on le met avec une écriture moderne, mais si on reprend sa formulation à lui, ça continue à être... ça continue à être valide. On ne fera pas apparaître tous les termes, on aura des coefficients de proportionnalité, mais bon, peu importe, hein, on écrit de façon anachronique, c'est pas un drame. Et là, j'observe P1 différent de P2. Et ça, si les volumes sont les mêmes et que les températures sont les mêmes, je mets tout dans un four à 110 degrés. Hein. Donc la température dans le ballon 1 et dans le ballon 2 sont les mêmes. Donc la seule façon d'expliquer ça, c'est que N1 est différent de N2. Je rappelle que la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc si N1 et N2 ne sont pas les mêmes, donc grosso modo ça veut dire que si les pressions là ne sont pas les mêmes, ça veut dire que ma quantité de matière, mon nombre de particules, n'est pas le même. Mais j'avais mis la même masse de l'un et de l'autre. Donc le fait que les pressions soient différentes, ça implique que les masses molaires soient différentes. Et ça, c'est diabolique. Parce que, avec ce truc, on a l'expérience qui montre que les particules qui composent le soufre n'ont pas la même masse que les particules qui composent la flotte. À l'état gazeux, dans des pressions qui sont celles de l'expérience, enfin, avec toutes les précautions qu'il faut, mais on a la mise en valeur du fait que les corps n'ont pas la même masse. Et donc avec Avogadro et Lavoisier, on a directement avec ce truc-là, on a l'intérêt de la spectrométrie de masse pour l'analyse chimique. Donc si les composants n'ont pas la même masse et que chacun a sa propre masse, alors si je suis capable de mesurer la masse d'une particule d'un truc, j'ai son identification élémentaire. Et si Dalton a raison et que les molécules sont faites par la concaténation, la ligature, l'association de corps qui sont plus simples, alors il y a fort à parier que ces molécules-là ont des masses qui sont les sommes des constituants. Et du coup, si j'ai un truc inconnu, si je mesure la masse d'une molécule inconnue, ou la masse molaire d'une molécule inconnue, je peux essayer de deviner de quoi elle est fabriquée en regardant
quelle somme de corps simples que je connais déjà peut aboutir à la masse molaire de ce que je viens de mesurer. Étonnant, non? Donc là, en fait, au début du 19e, on a le problème, en fait. Il va falloir attendre un siècle, quasiment, pour qu'on ait la solution, enfin, en tout cas, la technique, la théorie de la technique analytique qui permet d'utiliser, de tirer parti de tout ce qu'on sait sur la composition, enfin, comment dire, la nature particulière du monde et les lois qui régissent la masse, enfin, la dynamique des masses. Ok. Et donc là, on repart en quelque sorte dans la physique, enfin un mélange des deux, physique et chimie, pour parler de la découverte de l'électron lui-même. Et comment dire, ce qui a abouti à la physique des particules et à la découverte en quelque sorte de l'atome. Enfin, on va dire la mise en évidence moderne de ce qu'on peut appeler un atome. Alors il y a Crookes, qui est un peu antérieur à 1870, qui a fait une invention où il réussit à faire des tubes de Crookes, donc qui sont des tubes à vide, donc avec des, en dépression, avec des pressions relativement basses, qu'on est capable de remplir de gaz qu'on connaît plus ou moins. Donc avec Lavoisier, on est capable de séparer les gaz, donc il y a une industrie de la séparation des gaz, et on peut avoir différents gaz qui ont des propriétés différentes, et on peut les foutre dans des tubes. Et donc à l'intérieur de ces tubes-là, si on branche deux électrodes, on est capable d'essayer de faire passer un courant entre ces deux électrodes. Donc c'est ce qui est... alors ça c'est un tube moderne, hein. C'est pas du tout un tube de l'époque, c'est un truc qui a été refait... donc si on est capable de faire passer un courant là-dedans, ben, on observe des trucs, et en particulier l'émission de lumière, etc. Et ça c'est les tubes de Crookes. Et c'est une activité ludique, c'est-à-dire que c'est un truc qui est fait comme, je sais pas moi, une lampe à plasma moderne, quoi. C'est un truc pour s'amuser. Et on comprend pas vraiment comment ça marche. Mais il y a les scientifiques qui se mettent sur le coup, et en 1870, on a Goldstein qui, grosso modo, met en évidence le fait qu'il y a très forte chance que les rayons qui sont émis par la matière ionisée, alors on sait pas, on n'appelle pas ça ionisé, mais enfin, la matière à travers laquelle passe le courant, le gaz à travers lequel passe le courant, ça émet des trucs, et ces trucs-là sont très vraisemblablement déviés par des champs magnétiques. Ok. Donc ça veut dire que ce qui est émis, c'est la lumière d'une part, et un autre truc qui est vraisemblablement chargé. Parce que si c'est dévié par des champs magnétiques, c'est chargé. Alors comment on s'en rend compte? En fait, on met à l'intérieur du tube de Crookes, on peut monter une forme ou un truc comme ça, et au bout du tube, un système de scintillateurs. Donc, grosso modo, un truc qui émet de la lumière quand il est frappé, soit par une autre lumière, soit par des électrons ou des trucs. Un machin fluorescent, enfin phosphorescent. Scintillant, du moins. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on n'est pas capable d'avoir des champs électriques qui fassent dévier les rayons cathodiques, comme on va les appeler, aussi bien que des champs magnétiques. Alors ça, c'est un problème parce que si ce qui est émis est chargé, ben, ça doit obéir aux lois de Maxwell, enfin, ça doit obéir aux lois de l'électromagnétisme. Et du coup, ben, si c'est dévié par les champs magnétiques, ça devrait être dévié par les champs électriques. Et ça, personne n'y arrive. Sauf Joseph John Thomson, qui lui, parce qu'il a des ressources
supérieur aux autres et un meilleur labo à Cambridge, réussit à dévier ces rayons cathodiques avec des champs électriques. Et du coup, il récupère le prix Nobel associé à la découverte de l'électron, puisqu'il vient de montrer que ce qui est émis est chargé et obéit aux lois de l'électromagnétisme telles qu'on les connaît. Donc mise en évidence d'un truc théorique, c'est prix Nobel instantanément. Et il l'a en 1906, je crois, pour une découverte qui est faite en 1896. J'ai mis 97 là sur transparent, mais je sais plus si c'est 97 ou 96. Peu importe. Fin du 19e. Toute fin du 19e. Mais Thomson est énergéticien, c'est-à-dire qu'il pense que la matière est continue. Et du coup, pour lui, ça lui pose un problème qu'on réussisse à sortir des particules ou un autre type de matière de la matière. C'est bizarre. Et du coup, il dit, ok, d'accord, la matière n'est pas continue, la matière c'est pas un blob qu'on peut couper comme on veut, mais elle est constituée de trucs qui sont des blobs. Ça veut dire que les atomes, ce que vous appelez les atomes, c'est en fait des petits bouts d'un machin qui lui est continu. Et à l'intérieur de ce truc continu, il y a des petits grains qui sont les électrons. Et quand on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire quand on fait passer pas mal d'énergie dans les gaz, par un mécanisme qu'il n'explique pas, on réussit à sortir ces petits grains de cette espèce de bille continue qui est l'atome. Il fait une analogie avec les plum pudding, qui sont des puddings des flancs au pruneau. Voilà. Donc il imagine que voilà, l'atome c'est une espèce de flanc continu avec des pruneaux dedans. Le pruneau lui-même peut être continu, peu importe, mais en tout cas il y a ces deux machins qui cohabitent dans l'atome. Ok. Alors Thomson, Lavoisier et Planck sont des énergéticiens. C'est-à-dire c'est des mecs qui ont du mal avec l'idée que la matière soit composée de particules, ou qui avaient du mal. Et donc c'est eux qui découvrent l'électron, la quantification, les débuts de la mécanique quantique et le fait qu'il y ait des éléments. Donc ça vaut le coup d'avoir des idées pourries et d'en changer. Je me force moi-même à avoir énormément d'idées pourries tout au long de la journée. Ok. Donc ça, ce serait bien. On commence à avoir une petite idée de la nature particulière de la lumière, de la matière, pardon. Et le king, le boss, le roi, le daron, le chef, je sais pas quoi dire, va mettre tout le monde d'accord en une année, en 1905. Je parle évidemment d'Albert Einstein, qui va publier au moins 3 articles qui montrent l'existence de l'atome en tant que tel, et le fait que la matière se comporte comme un amas d'atomes, qui explique qu'il y a une quantification de l'énergie des électrons autour des noyaux atomiques, d'accord, et que ça c'est montré par des effets d'interaction avec la lumière, et qui dit que la masse c'est de l'énergie, et l'énergie c'est de la masse. Et que du coup, quand je mesure de la masse, je mesure de l'énergie, et donc voilà. Et alors ça, il le fait en 3 temps. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend les observations de Brown, qui était il y a plus de 50 ans, qui montrait qui voyait des particules de pollen dans du miel ou dans de l'eau, je ne sais plus exactement, qui dessinaient des lignes brisées. Grosso modo, il était capable de voir au microscope des toutes petites particules de pollen dans un milieu et il décrivait des lignes brisées. Ce mouvement, on lui a donné un nom, c'est le mouvement brownien.
Là, vous avez une petite illustration, toujours pareil, avec une particule dans un gaz qu'on a suivi. Donc là, on a des rouges et des bleus qui se cognent avec des chocs élastiques purs. Et j'ai retracé le mouvement d'une particule. Et on voit que c'est des lignes droites brisées. Et alors, cette simulation, elle est en connaissant la fin de l'histoire, mais les types qui voient ça ne comprennent pas, parce que normalement, une particule, ça suit des lignes de champ, ou c'est un mouvement rectiligne uniforme. Et là, c'est un mélange des deux. Ça veut dire que on a une évolution qui est pas compréhensible, mais qui est composée de mouvements rectilignes uniformes. Et donc les atomistes se doutaient que c'était dû au fait qu'il y avait des collisions entre les particules, et que entre des collisions, il se passait rien, du coup on avait un mouvement rectiligne uniforme. Et Einstein, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des expériences, où il récupère des expériences, je ne sais plus exactement s'il les fait lui-même, peu importe, où on décrit la longueur des segments en mouvement rectiligne uniforme dans une ligne brisée. D'accord ? Et il fait une modélisation, c'est-à-dire qu'il dit si j'ai un gaz à telle pression, alors mon libre parcours moyen est de temps. Et il se trouve que la longueur moyenne des lignes brisées coïncide avec le libre parcours moyen dans un gaz qui a une pression donnée. Et c'est ça qui fait que tout le monde se range du côté des atomistes, parce qu'on a un comportement macroscopique qui est parfaitement expliqué par un modèle atomiste pour les gaz. Albert Einstein, pas non composé. C'est vrai. C'est vrai. Mais il avait une moustache. Et du coup, ça se compense. Donc il fait ça, il dit bon voilà, maintenant vous arrêtez avec vos conneries, il y a des atomes, c'est comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Et ensuite on va voir que le côté plum pudding pour l'électron, il dit non, ça c'est de la merde. Ce qu'il faut, c'est prendre le modèle de Bohr, parce que c'est le seul qui colle avec une observation qu'on a, qui est le seuil d'ionisation des atomes. Je vous passe les détails, vous avez vu ça en SAM au premier semestre. Il faut expliquer le fait qu'il y a une quantification d'énergie, et que l'énergie d'ionisation des atomes dépend de l'atome, et ça marche pas avec le plum pudding, il nous faut un truc plus compliqué. Enfin plus compliqué en tout cas, qui inclut le début de la mécanique quantique. Alors c'est pour ça qu'il a le prix Nobel, hein. Il a le prix Nobel pour l'effet photoélectrique. Le mouvement brownien, ça c'est son article le plus cité. Il a le prix Nobel pour ça, et il est connu pour ses trucs sur la relativité restreinte. Alors la relativité restreinte, son papier n'est pas cité pendant 5 ans, après sa publication, peu importe. Et l'équivalence entre masse et énergie, on verra, mais il ne le sait pas encore, c'est une des plus grosses découvertes qui a été corroborée par la spectrométrie de masse. C'est-à-dire quand on fait de la spectrométrie de masse, on se rend compte que, d'un point de vue microscopique, ces trucs-là sont mesurables. D'accord ? On n'a pas forcément besoin d'expériences hyper compliquées. En mesurant la masse de certaines particules, on réussit à démontrer ce truc-là. Enfin, on réussit à avoir une observation de ce machin. Pardon. Un dernier point sur l'histoire de la naissance de la spectrométrie de masse. Et ça corrobore, enfin comment dire, ça fait suite à ce qu'on a dit sur le papier d'Einstein et l'effet photoélectrique. La matière est effectivement composée d'électrons et de noyaux, mais l'agencement de l'un et de l'autre doit se faire pour expliquer l'effet photoélectrique, et donc la quantification des niveaux d'énergie, en particulier l'énergie d'ionisation. Le modèle est fait par Niels Bohr, la justification par Einstein, et les expériences qui vont avec sont faites par Rutherford. Alors Rutherford et Bohr, au début, Rutherford pendant toute sa thèse, mais Niels Bohr au tout début voulait faire sa thèse avec Thomson. Thomson qui est le type qui a découvert les électrons. Pardon. Et du coup, Bohr prend la tangente, parce que lui, il n'est pas du tout énergéticien, au contraire.
Il est atomiste et c'est lui qui fait son modèle de quantification de l'énergie d'ionnisation. Et avec tout ça, on aboutit en 1912 à la publication d'une monographie de Thomson, justement. Donc monographie, c'est il est tout seul à écrire son machin. Sur la contrepartie à son étude à propos des électrons. Donc les électrons, on a appelé ça des rayons cathodiques. Lui, il va appeler ça des rayons positifs, donc des rayons qui sont émis quand on change les polarités d'excitation du gaz qu'on regarde. Et c'est ce qui va constituer en fait la découverte de la spectrométrie de masse en tant que telle. Alors là, j'ai mis un petit topo sur Thomson lui-même. Bon, il a un gros CV, il a un prix Nobel, et la plupart de ses étudiants ont récupéré des prix Nobel après. C'est ces étudiants qui ont découvert les protons, les neutrons aussi. Rutherford, c'était un de ses étudiants, enfin voilà, un hyper poisson de la fin du 19e et du début du 20e. Est-ce que tout le monde suit? Ou est-ce que vous êtes parti à la cuisine chercher des trucs à manger? Hyper poisson, pardon, hyper poisson, un gros poisson quoi, un chef. Vous êtes à la cuisine, tout le monde est à la cuisine? Une machine. Ouais. Alors, Thomson, c'est une machine, mais il n'a eu de cesse de rappeler qu'il était extraordinairement bien entouré et qu'il avait les moyens de travailler. C'est-à-dire il avait énormément de souffleurs de verre et de petites mains pour préparer les expériences. C'est pas l'air de manger. Ouais, on finit vite fait avec le cours, et puis après on va casser la graine. Ça vous va? Ok. Ouais. Bon, de toute façon, il y en a pour une dizaine de minutes. Donc c'est ce que je disais, Thomson, il reprend les expériences qu'il a faites avec les électrons, mais grosso modo, il change l'anode et la cathode, et du coup, il sait que... Enfin, il se doute que ce qu'il va récupérer, c'est pas chargé négativement, mais chargé positivement. Mais ça, il faut le prouver, il faut faire une expérience, et bah, c'est ce qu'il fait, et il récupère exactement ce qu'il croyait penser, ce qu'il croyait trouver, c'est-à-dire des particules, quelque chose qui est chargé positivement et qui obéit à la déflexion magnétique et à la déflexion électrostatique. Et alors ça c'est le... Excusez-moi. Ouais. Voilà. Ça c'est le setup qu'il utilise. Il a une ampoule avec du gaz dans lequel il fait des décharges électriques. Donc c'est très exactement comme ça qu'il procédait pour extraire les électrons. Donc pour produire des électrons, on fait des décharges dans des gaz. Ensuite, ici, il a un champ électrostatique qu'il utilise pour accélérer tout ce qui est chargé. Alors il le contrôle, donc il peut sortir ce qui est chargé négativement ou ce qui est chargé positivement. Ici, on va s'intéresser à ce qui est chargé positivement. Et après, il a de quoi soumettre des particules qui sont extraites ici, et chargées, parce que ça c'est électrostatique, à un champ électrostatique qu'il connaît, et un champ magnétique qu'il connaît. Et il utilise, comme dans les tubes de Crook qui sont faits pour s'amuser, un écran scintillant. Okay. Et donc le but du jeu, c'est ici, en fait, de considérer ça comme une espèce de canon à particules chargées, et de le faire tirer sur l'écran et de voir ce qui se passe quand je change les champs électriques et les champs magnétiques. Ok? Simple. Et ça, c'est ce qu'on observe. Ça, c'est ce qu'on observe. Alors, il va falloir qu'on fasse le TD pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Mais ce qu'il est capable de dire, c'est que quand il achète de l'hydrogène, on est capable de produire de l'hydrogène par ailleurs. On sait que c'est quelque chose qu'on obtient par décomposition de la flotte. Quand on le remélange à de l'oxygène, ça redonne de la flotte, etc. Donc ça, on est capable de le faire. Hydrogène. Quand on passe à la moulinette, ici, on obtient 2 traits sur l'écran. Et depuis Avogadro, on sait que dans la flotte, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène, et on sait qu'il y a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc on sait que la molécule d'hydrogène, elle se balade rarement toute seule, et qu'elle est souvent associée soit à une autre molécule d'hydrogène, soit à d'autres trucs. Mais donc on est capable de se douter que l'hydrogène, c'est du dihydrogène. Et là, on a une espèce de preuve, c'est-à-dire que quand il zappe, quand il fait les décharges électriques dans son hydrogène, il récupère un trait et un autre trait, et ces traits sont à des emplacements qui correspondent à une masse et au double de cette masse-là. Okay. Quand il achète de l'hélium, et qu'il le mélange à l'hydrogène, et qu'il fait la spectrométrie de masse de ce truc-là, il obtient 3 traits. Et il voit que tout se passe comme si l'hélium avait une masse qui était 4 fois supérieure à la masse de l'hydrogène seul. Ok. Et là, il se dit, bon ben en fait, ça y est, je suis tombé sur... j'ai résolu le problème d'Avogadro, je suis tombé sur une manière de mesurer la masse des particules qui composent les corps. Mais j'ai déjà un prix Nobel, et comme on peut pas avoir 2 fois le prix Nobel, c'est nul. Ok, bon, ça c'est des variations sur son, sur son setup. On verra peut-être en TD quelles sont les explications de pourquoi on améliore quand on baisse la pression, peu importe. Et donc ce que je disais, c'est qu'il était extraordinairement bien entouré. Et il avait, je sais plus combien, je crois qu'à un moment donné, dans son labo, il y avait une centaine de types qui soufflaient du verre. Pas jour et nuit, mais presque. Et donc il était capable de modifier les tubes de Crook à l'infini. Et en particulier, ce qui a fait la différence, ce qui lui a donné un avantage prédatoire sur les autres labos qui faisaient la même chose, c'était sa capacité à faire un vide poussé et à pas être gêné par des gaz résiduels. Donc c'est ses capacités de pompage et de piégeage des gaz qu'il voulait pas qui ont permis de faire ce qu'il a fait. Ici, donc ça c'est issu de sa monographie de 1912. Ici, on a un dispositif, donc tout ça est sous verre, soufflé, sous vide. Et donc les types ont un système de poulies, donc avec un mécanisme qui casse pas le vide, début du 20e, qui permet de faire, varier la hauteur d'une plaque photographique. Donc avec ça, il est capable de faire... Donc ici, il y a l'arrivée de sa gerbe de gaz, les dépôts tels qu'il croit, et il est capable de faire plusieurs expériences d'affilée, sans avoir à casser son vide et à casser son matos qui est sous verre soufflé. Donc il a demandé très gentiment à un type, tu pourrais pas faire une poulie sous verre en dépression totale avec une reproductibilité parfaite pour que je puisse faire des expériences? Pas de problème, John. Tada. Donc tout ça, ça a un coût, et personne n'était capable de le faire à l'époque, c'est ce qui lui a valu... c'est ce qui a valu sa capacité. Avancée technologique. Hop, le contrôle de la pression, j'en ai déjà parlé. Ok, donc ça c'est ce qu'il voit. Et il voit qu'en fait il est vraisemblablement capable de pouvoir quantifier la masse des particules, les masses molaires de ce qu'il est en train de regarder. Et pour être absolument certain qu'il fait ça, il est obligé de faire un bond en avant d'un point de vue de la métrologie. Et ça c'est possible par la numérisation à la main de ce qu'il voit des plaques photographiques. Ça veut dire qu'il va, avec un système de double vernier, être capable de transformer ça en un tableau de chiffres. Et c'est ce qui va lui permettre ensuite de faire les calculs et d'avoir des incertitudes, etc. Ça, je passe. Je ne veux pas en parler parce que c'est... ça non plus, je ne veux pas en parler. Je vais parler de ça plutôt. Les trucs que je survole, c'est des cas extrêmement particuliers de ce qu'il a vu, et c'est intéressant, mais pas pour nous, pas pour la suite.
Euh, ce qu'il fait avec sa machine, c'est de confirmer expérimentalement le modèle de Bohr sans spectroscopie. Donc le modèle de Bohr, c'est un truc qui explique les répartitions énergétiques. C'est déjà corroboré par la spectroscopie. Ça, vous vous souvenez de vos cours de structure atomique et moléculaire de premier semestre. Quand on regarde les raies d'émission de tout un tas de trucs, on voit que c'est quantifié et que la répartition d'énergie est expliquée par le modèle de Bohr. Et ce qu'il voit ici, c'est que pour des ions, enfin pour des matériaux lourds, typiquement le mercure, quand il fait sa gerbe de, comment dire, quand il fait sa gerbe d'ion qui subit des déflexions magnétiques et électriques qui produisent ces différentes tâches à l'arrivée, il voit que quand il regarde le mercure, alors quand il fait ça pour l'hydrogène, il obtient que 2 tâches. Quand il rajoute un troisième corps, un deuxième corps, il voit une troisième tâche. Mais quand il fait des vapeurs de mercure, quand il fait son expérience avec des vapeurs de mercure pures, il voit plusieurs tâches. Puce à l'oreille. Ici, mais c'est possible que là j'ai une grosse tâche, là j'ai une tâche un peu plus faible, et à mesure que ma déflexion est supérieure, donc les particules ici ont subi la force de Lorentz de façon plus prononcée, de façon plus intense, c'est possible que ce qui fasse varier la force de Lorentz ici, ce soit la charge. J'ai un truc chargé une fois, chargé 2 fois, chargé 3 fois, chargé 4 fois, etc. Ça augmente la charge de l'ion, et du coup ça augmente l'application de la force de Lorentz. Ok? Et c'est cohérent avec le fait que là j'ai une grosse tâche de trucs qui sont chargés une fois, et là j'ai une petite charge de trucs qui sont chargés 5 fois. Et il se trouve que les positions des hyperboles ici dépendent de la charge, et ça correspond très exactement à la probabilité d'arracher des électrons successivement prédite par le modèle de Bohr. D'accord? C'est-à-dire que j'ai une énergie d'ionisation qui est relativement faible pour le premier électron, l'énergie de deuxième ionisation elle est un peu plus élevée, etc. Et donc ça veut dire que j'ai une probabilité inférieure pour une quantité d'énergie disponible donnée. Je vais ioniser une fois à coup sûr, ioniser 2 fois peut-être, 3 fois c'est de plus en plus rare parce que les énergies d'ionisation sont de plus en plus grandes. Okay. Et donc l'intensité en fonction de la charge correspond très exactement à la répartition des énergies d'ionisation prédite par le modèle de Bohr. Bim. Donc ça c'est, comment dire, on corrobore des choses qui existent déjà. Ce qu'il fait ensuite, c'est, il analyse tout ce qu'il peut. C'est-à-dire, il prend tous les gaz auxquels il a accès et il les met dans sa moulinette. Et il va tomber sur un truc incroyable, qui est que, donc il retombe sur la répartition des charges multiples pour les ions qui ont des énergies d'ionisation qui lui sont accessibles. Ok. Il est capable de dissocier des corps qu'on sait être composés, donc H2, il en fait plusieurs, enfin il fait du H tout seul et du H2 aussi. Il peut ioniser les gaz rares, et il voit que eux ils sont rarement composés, enfin combien ils sont rarement associés en molécules. Mais parfois, quand il regarde ces gaz rares, il voit pas une seule tâche, mais 2 ou plus. Et c'est vrai pour le néon. Alors, enfin, comment dire, ça c'est l'illustration pour le néon. Donc le type achète du néon, puis il le mélange à d'autres trucs où il le fait après son expérience du mercure. Donc il a des résidus de mercure, il dit ok d'accord, des résidus de CO, d'accord. Et puis il a 2 traces, deux hyperboles comme ça, chaque fois qu'il rajoute du néon. Et donc grâce à son système de quantification, il cherche, il dit mais en fait j'explique pas par une charge différente, j'explique pas par l'addition d'une autre masse, c'est pas NEH, c'est pas NEH2, etc. C'est un autre truc. Et comme il passe en revue toutes les théories qui pourraient expliquer l'existence d'une tâche additionnelle,
avec tous les artefacts qu'il a vus sur d'autres choses qu'il avait compris, il aboutit à l'idée que un corps n'est pas forcément associé à une seule masse atomique, mais à plusieurs. Et ça, c'est difficile à gober pour l'époque. Parce que ça veut dire qu'il y a des particules qui constituent un corps et qui ont des masses différentes. Et ça, c'est pas du jeu. Enfin, à l'époque, c'est décrit par aucune théorie. Et ce qu'il vient de faire ici, c'est de mettre en évidence l'existence des isotopes. Ça veut dire des atomes qui sont un élément, mais qui ont des masses différentes. Et ça, il est capable de le faire avec le néon, parce que pour le néon, il n'y a pas de combinaison atomiques qui font retomber sur les masses du néon 22. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Je crois qu'il me reste une seule chose à dire. C'est ça. Donc, avec le H2, donc il est capable de séparer les enfin, les deux atomes de H dans H2. Ok. Et il fait ça sur, donc j'ai dit, il fait ça avec tous les gaz qu'il est capable d'acheter. Et en particulier, il existe ce qu'on appelle le phosgène. Et donc c'est un atome de carbone et doublement un atome d'oxygène et un atome de chlore. Ça, on ne le sait pas à l'époque, que le phosgène a cette structure-là. En revanche, on connaît très bien sa composition, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a deux atomes de chlore, un de carbone et un d'oxygène. Pour la bonne et simple raison que le phosgène, c'est un gaz synthétique. Okay. Grosso modo, je prends du CO2 et du chlore, je fais cramer et ça me donne du phosgène. Donc on sait qu'il y a deux atomes de chlore et un atome de carbone et un atome d'oxygène. Et du coup, quand Thomson passe ça à sa moulinette, il sait où doit tomber le carbone, il sait où doit tomber l'oxygène et il sait où doit tomber le chlore. Et il obtient le spectre suivant. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ici il y a un grand pic qui est là où le chlore doit tomber. Là il y a un tout petit pic qui est là où le carbone doit tomber. Là il y a un tout petit pic là où l'oxygène doit tomber, pardon. Et là il y a un pic qui est moyen, qui est à peu près un tiers du plus grand pic qu'il a. Et c'est la masse à laquelle devrait tomber, enfin c'est là où devrait tomber l'addition de la masse du carbone et de l'oxygène. Et son interprétation, c'est que il a 2 fois plus de carbone que du reste, ok, c'est normal parce qu'il y a 2 fois plus, pardon, il a 2 fois plus de chlore que de reste, et c'est normal puisqu'on sait qu'il y a 2 fois plus de chlore que de reste. Mais il est incapable de séparer le carbone de l'oxygène, et il ne voit que la masse d'une particule qui est la somme de la masse du carbone et de la masse de l'oxygène. Et ça lui fait dire, enfin son interprétation, c'est que il existe des liaisons chimiques qui sont plus fortes que d'autres. Ça veut dire que, de la même manière que en ce qui concerne les énergies d'ionisation, il y a des énergies qui me permettent de sortir le chlore qui sont plus faibles que l'énergie qui me permettrait de sortir l'oxygène du carbone dans le phosgène. Incroyable. Ça veut dire qu'avec son outil qu'il vient de développer, il jette les bases de toute la chimie moderne, basée sur le fait que les lois qui contrôlent les réactions chimiques sont les lois qui contrôlent l'énergie de liaison entre les atomes, dans les molécules compliquées. Incroyable. Et du coup, ce truc, ça va permettre donc d'identifier, donc de faire de la physique des particules, donc d'identifier protons, neutrons,
les liaisons chimiques, ça permet de dater la Terre, ça permet de faire toute l'analyse chimique moderne. Bref, c'est vraiment bien. C'est l'heure d'aller manger. On va s'arrêter là. On se retrouve à 13h30, si ma mémoire est bonne. Bravo John, c'est ça. Well done. Ouais, mangez, ouais. Allez, on s'arrête là, et je vous dis à 13h30.